Bonjour à tous, enfin à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir. Je suis Benjamin Cavalli, je suis le directeur de l'association Programme Malin, mais aujourd'hui j'ai le plaisir et le privilège, voilà, on m'a confié la tâche d'animer, d'être le fil conducteur de ce webinaire. Mais vous allez voir, on va avoir le plaisir d'avoir de nombreux intervenants. Donc déjà, hein, vous avez vu la spécificité de ce webinaire, c'est qu'on a le plaisir de le co-organiser à deux. Donc voilà, on s'est associé à Vivons en forme et Programme Malin pour pouvoir proposer ce temps à la fois de présentation, mais aussi d'échange avec vous. L'objectif, il est très clair. Enfin, il y en a plusieurs. Le premier, c'est bien entendu de partager les enjeux autour de la thématique qu'on vous a présentée et que vous avez bien identifiée, hein, qui est acquérir son capital santé dans les 1000 premiers jours et potentialiser jusqu'à 10 ans. Et donc là-dedans, je pense que vous voyez très bien l'enjeu sur la prévention précoce. Maintenant, vous allez voir aussi qu'on va beaucoup insister sur la question des inégalités sociales de santé. J'en dis pas plus, et ça, on va avoir le plaisir d'avoir une première intervention par le docteur Caron qui va nous expliquer tout ça. Deuxième objectif, et c'était important, c'est que sensibiliser, faire mieux comprendre, c'est clé aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi d'agir. Et dans le agir, on a voulu faire un focus sur nos deux programmes, à la fois Vivons en forme et Programme Malin, qui ont une approche à la fois commune, d'où l'intérêt du webinaire commun, mais aussi, vous allez voir, complémentaire. Il y a des choses qui sont différentes et vous allez certainement pouvoir les découvrir lors de la présentation à la fois des équipes, mais aussi, et un grand merci pour eux, de nos partenaires qui vont aussi prendre la parole. Et vous allez voir qu'une des spécificités de ces programmes-là, c'est des associations, mais qui travaillent avec d'autres. Et ça connecte pour nous le troisième objectif de ce webinaire. Le message qu'on voudrait aussi faire passer, c'est que ce sujet, il est clé. Il y a des solutions qui existent, mais c'est hyper important de pouvoir mobiliser le plus grand nombre. Et aujourd'hui, on est très content de vous accueillir parce qu'on considère que vous venez d'horizons très différents. On a des pouvoirs publics, on a du monde de l'entreprise, on a des associations. Et aujourd'hui, vous êtes certainement dans vos métiers ou dans vos activités personnelles en première ligne sur ces sujets. Et l'objectif aussi, c'est de vous donner envie de pouvoir agir à votre niveau et éventuellement avec nous. Donc voilà pour le webinaire. Le déroulé suite à ces objectifs, en fait, il se veut assez cohérent. La première partie, on va donner. Alors, Céline, est-ce que peut-être tu peux passer au slide suivant avec les intervenants? Ça va permettre de bien identifier. Donc, pour faire très simple, on a vraiment la chance d'avoir aujourd'hui des experts qui sont venus nous aider à construire le contenu de ce webinaire. Donc, on a le docteur François-Marie Caron, on a Thibaut Deschamps, qui est le président de VIF, et on a la présidente de Malin, qui est le docteur Catherine Saligné. Et on a également comme intervenants donc les membres de l'équipe Programme Malin et de l'équipe VIF, avec les partenaires qui travaillent avec nous au quotidien. Et donc, la première partie, c'est du coup le docteur François-Marie Caron qui va revenir sur les enjeux stratégiques et les concepts de la prévention précoce et des inégalités sociales de santé. Dans un deuxième temps, on donne la parole au projet pour qu'on puisse vous présenter la démarche et les activités concrètes qui se cachent derrière Programme Malin et Vivons en forme. Et ce qui est hyper important, c'est qu'on va se réserver un temps d'échange et d'interaction avec vous. Alors, on est assez nombreux, donc on ne va pas pouvoir donner la parole à tout le monde. Ce qu'on vous propose sur l'interaction, c'est n'hésitez pas au fur et à mesure des présentations de poser vos questions dans la partie conversation. Donc là, nous, on va les noter, on va les garder, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas y répondre tout de suite. Par contre, effectivement, sur la troisième partie, on aura l'occasion de revenir sur les questions de compréhension. Ça peut être aussi des questions sur lesquelles vous voulez qu'on insiste un peu plus avec plus d'éléments de détail. Et voilà, on aura 20 à 30 minutes pour répondre à vos questions, faire part aussi de vos remarques. On n'aura peut-être pas de temps de tout traiter. Par contre, on a décidé avec les équipes de pouvoir s'engager à revenir, à bien noter toutes les questions et à revenir éventuellement après le webinaire pour pouvoir vous apporter des réponses et créer des connexions. Vous allez aussi avoir la possibilité, hein, ce webinaire est enregistré, donc vous allez ensuite pouvoir, on va vous envoyer le lien et vous pourrez de nouveau le regarder et surtout le diffuser à vos collègues et vos amis.
Et le troisième point, c'est que si on a réussi nos objectifs, c'est-à-dire que vous êtes un peu plus sensibilisé, vous avez approfondi vos connaissances sur le sujet, vous avez envie d'agir et vous avez trouvé que les actions que proposait Vivons en forme et Malin sont pertinentes, on sera aussi ravis de créer des connexions avec vous après le webinaire et vous allez avoir des contacts au niveau des deux équipes pour pouvoir continuer l'aventure après ce webinaire. Je crois que j'en ai dit suffisamment. Maintenant, j'ai le plaisir de pouvoir passer la parole au docteur Caron qui va commencer et vous présenter les enjeux. Merci Benjamin. Je voudrais la diapositive suivante. Donc ça c'est moi. Je vais vous donner une photo plus récente quand même parce que là j'ai un peu honte. Diapositive suivante. Donc on va parler de prévention. On va parler de choses aussi d'inégalité de santé tout à fait. Vous voyez toutes ces maladies de l'adulte qui sont en augmentation. Hein. Vous voyez le diabète, l'obésité, ça on est au courant, on nous le rabâche sans arrêt, mais il n'y a pas que ça. Les cancers aussi, tout ça, ce sont des maladies qui ont en fait une origine développementale qui se passe de façon beaucoup plus précoce qu'on ne pensait. C'est-à-dire que, et c'est intéressant de le savoir puisque ça permet de porter les efforts de prévention plus sur la petite enfance, voire même la grossesse, voire même avant la grossesse, on va le voir, de façon à agir pour diminuer, bien sûr. C'est pas la seule prévention, mais ça permet un petit peu d'augmenter, de changer de paradigme en fait. Diapositive suivante. Certes, ces maladies coûtent cher, diapositive suivante, mais elles sont aussi inégalement réparties dans la population. C'est des maladies de la précarité aussi, en particulier l'obésité, mais toutes les autres. Diapositive suivante. Mais il n'y a pas que ces maladies classiques, il y a aussi par exemple l'autisme où on s'aperçoit qu'il y a une augmentation très importante de l'autisme avec des critères de diagnostic qui sont plus augmentés, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment une augmentation du nombre de cas d'autisme. Diapositive suivante. Donc on s'est posé des questions. Alors, il y a d'abord on a regardé la programmation fœtale. Apparemment, il semblerait se passer quelque chose pendant le fœtus. Là, par exemple, c'était l'exemple de la famine à Amsterdam en 1944 et les mamans, selon qu'elles avaient été touchées pendant le premier trimestre, avaient des enfants qui naissaient avec un poids normal, mais par contre qui ont développé beaucoup plus d'obésité et de maladies cardiovasculaires à l'âge adulte que les autres. Même chose, si c'était au deuxième trimestre que la famine était survenue, c'était de l'hypertension qui apparaissait. Et au troisième trimestre, les enfants naissaient avec ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utéraire. Alors, cette avait eu du mal à grossir en fin de grossesse. Et aussi, on développait des maladies métaboliques, c'est le diabète, les maladies cardiovasculaires derrière, de façon plus importante. Donc, il se passe quelque chose pendant cette période. Diapositive suivante. Autre chose que l'on connaît aussi, c'est que les femmes qui ont eu un développement placentaire insuffisant, une nutrition insuffisante ou alors des problèmes d'hypertension donnent naissance à des enfants qui ont un petit poids de naissance et qui, eux, seront à risque aussi de faire après beaucoup plus que les autres un syndrome métabolique, c'est hypertension, diabète de type 2, dyslipidémie. Diapositive suivante. Le père aussi a un rôle à jouer puisque l'exposition au tabac, à l'alcool et le père obèse peut transmettre aussi ce type de maladie à son enfant. Diapositive suivante. Voilà. Alors pourquoi les 1000 premiers jours sont si importants? Diapositive suivante. Alors les 1000 premiers jours, c'est en fait ça passe de moins 9 mois, c'est-à-dire à juste au début voire même un peu avant au niveau de la conception, jusqu'aux 2 ans de la vie. Et vous voyez que ça c'est la croissance de grammes par jour que prend ce fœtus puis ce bébé, et de façon beaucoup plus importante. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a une croissance exceptionnelle. Diapositive suivante. Donc est arrivé ce concept qui s'appelait de la DOAD, maintenant le développement, l'origine développementale des maladies qui ont vu apparaître beaucoup de publications, en 99, vous voyez, 2000, là j'ai une diapositive qui va que jusqu'en 2014, mais il y en a beaucoup plus. Et diapositive suivante. Avec en fait, ce qui met en jeu, c'est l'épigénétique. Alors, c'est quoi l'épigénétique? C'est le gène le gène est inscrit et sanctuarisé dans l'ARN, donc l'ADN, pardon, ne sera pas modifié. Mais par contre, selon l'exposition à certaines choses pendant la grossesse, pendant les premiers mois de la vie, le gène va s'exprimer plus ou moins. Donc le génotype, c'est-à-dire ce gène, il sera toujours le même, mais l'épigénotype sera différent, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé autour. Et donc le phénotype, c'est-à-dire l'expression des maladies sont différentes. Je prends l'exemple, c'est la tarte au citron que je prends toujours. Si vous prenez la tarte au citron, la recette de Michalak, par exemple, vous savez, le gène où c'est inscrit. Et après, vous allez faire, quand vous allez essayer de le faire, tout votre environnement, c'est-à-dire vos capacités culinaires, votre matériel, vos citrons et tout ça, feront que le résultat sera complètement différent du gène selon les personnes qui vont le réaliser, donc selon l'environnement.
Donc c'est un petit peu ça qui se passe au niveau épigénétique. Diapositive suivante. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont, les facteurs environnementaux, ils sont larges, hein. Il y a l'activité physique, la sédentarité, le stress, le microbiome, la nutrition, la malnutrition et la précarité. Tout ça, ça peut jouer pendant cette période de vulnérabilité, cette fenêtre de vulnérabilité et amener à avoir des maladies à l'âge adulte différentes. Diapositive suivante. Et quand on regarde cette diapositive qui montre qu'en fait, il n'y a que 20% du gène en lui-même qui va agir, mais 80% ça va être l'influence de l'environnement qui va faire que la maladie va se développer ou non, ou même le développement cérébral. Diapositive suivante. Alors, on prend un exemple, le même génome peut s'exprimer différemment quand vous voyez cette photo de deux jumelles qui, bien sûr, ont eu l'environnement était le même pendant la grossesse, mais par contre, après la naissance, n'a plus été le même, et vous voyez qu'une même personne, des jumelles, il y en a une qui va avoir une corpulence normale et une qui va avoir une corpulence plus importante, alors que pourtant, c'est le même démarrage. Alors, les souris, elles sont particulièrement intéressantes. La grosse souris jaune et la petite souris grise, en fait, elles viennent de la même maman souris, mais par contre, avec un environnement qui a été différent. Et une étude a montré, alors cette grosse souris jaune, en plus, a le diabète, de l'obésité, enfin bref, a beaucoup de problèmes de santé, alors que la souris grise, elle est particulièrement en forme. Et on a essayé de faire une expérimentation où on a fait ingérer de la vitamine B pendant toute la grossesse à la souris gestante. Et ça a porté à donner que des souris grises qui, elles, étaient absolument pas malades. Donc, vous voyez que intervenir sur l'environnement pendant la gestation de cette souris a eu des enfants qui se sont pas exprimés en fait par une hyperméthylisation qui a bref, c'est pas grave, qui a éteint en fait les gènes de la maladie et éteint le gène qui donnait un pelage jaune. Diapositive suivante. Voilà, donc cette fenêtre critique est importante pour supporter la santé future et c'est vraiment une fenêtre de vulnérabilité auquel il faut travailler pour avoir une bonne trajectoire. Diapositive suivante. Alors l'épigénome, donc c'est un commutateur, mais c'est pas on ou off, c'est-à-dire c'est pas la maladie va s'exprimer ou la maladie va pas s'exprimer. C'est, vous voyez par exemple les souris dont je parlais avant, il y avait il y a quelqu'un qui dit qu'on ne voit pas le diaporama, ça m'embête parce que c'est beaucoup de monde qui ne voit pas le diaporama. On est en train de regarder là. Bon, donc je continue. Alors l'épigénome, donc c'est pas on-off, hein, c'est plus ou moins. C'est-à-dire c'est par exemple la méthylation de l'ADN va entraîner va faire soit que le gène va s'exprimer au maximum avec la maladie forte, ou alors va moins s'exprimer si on méthyle plus, et plus s'exprimer du tout, être éteint si on méthyle encore plus. Vous voyez, c'est vraiment des phénomènes pas on-off, mais de variation. Diapositive suivante. Juste sur les problèmes techniques, là, c'est apparemment très ciblé. J'incite tout le monde, là, il y a des trucs et astuces. Il faut cliquer en bas sur la diapo. Mais rassurons-nous, apparemment, la majorité des participants voient bien défiler les diapositives. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas que le gène qui joue. Par exemple, la plasticité cérébrale, c'est très important. Vous savez, les synapses, de 700 à 1000 synapses par seconde se créent chez le petit bébé au moment des interactions. Et c'est pour ça que les interactions sont aussi importantes. Et ça crée en fait un réseau de liens. Vous voyez, par exemple, sur Internet, on a 100 000 milliards d'hyperliens, d'hyperconnexions. L'adulte, on a 3 fois plus. Mais l'enfant, il a 1 million de milliards de connexions synaptiques. Diapositive suivante. Et si on regarde par exemple le développement des réseaux de connexion chez le nouveau-né, chez l'enfant après 3 mois et après 2 ans, vous voyez, les connexions se font de plus en plus importantes. Chaque interaction que vous allez avoir avec votre enfant, qu'elle soit positive ou négative, va entraîner des synapses et va favoriser son développement. Donc c'est sûr que si les interactions ne sont pas là, le cerveau va rester très, très faible en synapses et ça pose vraiment des problèmes développementaux. Alors pourquoi il y en a plus chez l'enfant de 6 ans que chez l'enfant de 14 ans? C'est qu'après, une fois que les mécanismes, l'apprentissage se fait, on n'a plus besoin d'autant de connexions, il y a des connexions qui diminuent, mais ça c'est autre chose. Diapositive suivante. Donc l'enfant se construit dans les interrelations, hein, les sentiments de sécurité, de soins procurent du plaisir et vont fixer les synapses. Hein, des interactions positives régulières vont vraiment s'ancrer et ancrer les synapses. Tout ça, l'infraverbal, la cohérence des perceptions et tout, c'est souvent très difficile à maîtriser c'est souvent difficile à maîtriser chez les jeunes parents. Et
l'enfant est aussi un explorateur. C'est vraiment un explorateur. C'est pour ça que si on l'assit dans son transat, Christophe Colomb, il n'aurait jamais découvert l'Amérique. Et il a besoin d'interactions positives. Si on prend l'exemple des orphelinats roumains, les enfants qui sont restés jusqu'à après l'âge de 2 ans, en fait, ont eu des séquelles très importantes, et ceux qui sont sortis avant l'âge de 2 ans ont eu un développement qui était bien meilleur. Il y a donc une possibilité de résilience et de récupérer les agressions qu'il y a eu avant. Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que, par exemple, à Philadelphie, ils ont essayé de voir l'importance les effets de la cocaïne dans les familles par rapport à l'enfant qui va naître. Et donc, ils ont regardé, et en fait, entre les populations qui prenaient de la cocaïne et celles qui prenaient pas de cocaïne, il n'y avait pas de différence de développement des enfants. Mais par contre, dans les populations où il y avait de la violence intrafamiliale et les 2 autres populations où il n'y avait pas de violence intrafamiliale, qui sont toutes les 2 cocaïnomanes, là, il y avait une différence. Donc, c'était vraiment la violence qui était le marqueur et pas du tout la cocaïne. Diapositive suivante. Donc, d'où l'importance des 1000 premiers jours pour construire le capital santé. Diapositive suivante, ce concept bien sûr a été repris rapidement par les médias, et je pense que c'est important que les médias informent, par les politiques et aussi par même le marketing, puisque c'était important aussi que tous ceux qui s'occupent de nutrition s'emparent de ce domaine-là. Diapositive suivante. Et bien sûr, c'est environnement, alimentation, activité physique, tout ça c'est important. Et dans les 1000 premiers jours, mais après, c'est ça ce qui est important, c'est qu'il faut que ça continue. Donc, vous voyez un petit peu, si je résume par rapport à notre séminaire, Malin va s'occuper d'avant et Vif va arriver un petit peu après pour, si je dis pas de bêtises, pour développer ce qu'on appelle la littératie santé. La littératie santé, c'est comment savoir faire des informations de la santé, comment s'en servir. Il faut d'abord y accéder, les comprendre, les évaluer et après les appliquer. Et tout ça, ça sera important que ce soit au niveau de l'éducation thérapeutique, mais aussi au niveau de la prévention et de la promotion de la santé. Diapositive suivante. Donc la littératie en santé, c'est après, une fois qu'on l'a développée, il faut aussi la maintenir et la promouvoir de façon à améliorer la qualité de vie de toute la population. Diapositive suivante. Et le problème, vous voyez, si on a regardé au niveau d'études des représentants qui s'occupent des enfants, en fait, plus le niveau d'études est élevé, par exemple pour les recommandations nutritionnelles et activité physique, meilleurs sont le suivi des recommandations, comme consommation alimentaire, activité physique, statut pondéral et rythme alimentaire. Tout ça, ça dépend beaucoup du milieu social, ce qui fait que, diapositive suivante, on est vraiment là au cœur de maladies de la précarité. C'est-à-dire que, et ça tourne en rond, ça s'auto-aggrave. Vous savez que la période qu'on vient de passer a aggravé encore les inégalités de santé, et que tout ça, ça va ensemble. Et plus on est dans les difficultés de vie, plus on va avoir d'événements environnementaux qui vont agresser cet enfant qui est en train de se construire, et ça tourne en rond puisque on reste dans son milieu et on aggrave les inégalités de santé. Diapositive suivante. Pourtant, les recommandations, elles sont les mêmes pour tout le monde. C'est le PNNS, je crois qu'il faut vraiment le connaître par cœur. C'est tout à fait valable avec les choses qu'il faut augmenter, les choses qu'il faut aller vers et les choses qu'il faut réduire. Ça, tout le monde les connaît. Diapositive suivante. Mais si on regarde un petit peu comment on est, vous voyez que plus de 2/3 des aliments consommés par les enfants et les adolescents, c'est du produit transformé, c'est du produit industriel. Et même plus on arrive dans les difficultés, dans la précarité, plus les arbitrages se font souvent vers puisqu'il y a un arbitrage économique à faire, vers des choses qui sont riches en énergie et pas chères et qui vont arriver automatiquement dans les produits transformés et qui sont le contraire de ce qu'on essaye d'obtenir pour avoir une alimentation la plus saine et pour avoir une trajectoire la meilleure. Diapositive suivante. Bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation. Bien sûr, il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi l'activité physique. Vous voyez, c'est dramatique, mais au niveau de la population globale, mais au niveau des enfants aussi. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en 1971, les enfants couraient le 800 mètres en 3 minutes. Ça, ce sont des études mondiales. Et en 2013, les enfants courent le 800 mètres en 4 minutes. Ils ont perdu 25% de leur capacité physique. Donc, c'est très, très important de conserver cette activité physique, surtout qu'elle est bonne aussi bien pour être en forme physique, pour diminuer le nombre de maladies, et améliorer les capacités intellectuelles, même chez les enfants qui sont en difficulté. Par exemple, là je parle plus d'enfants, pour l'Alzheimer, c'est beaucoup plus utile de faire de l'activité physique que n'importe quel médicament. Diapositive suivante. Et bien sûr, nos copains les écrans, là vous êtes devant les écrans, mais ne vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver. Mais par contre, la consommation est augmentée de façon importante chaque année, et regardez bien, elle est plus augmentée chez les adultes. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête de taper tout le temps sur les enfants par rapport à leurs écrans et peut-être prendre en compte sa consommation propre. Diapositive suivante.
Donc, l'activité physique revient un petit peu. Ce qui est important, c'est la littératie physique. C'est ce qu'aiment beaucoup les Canadiens, c'est qu'il faut d'abord obtenir la motivation, les compétences. La motivation, il faut les connaissances, la valorisation, les compétences, la confiance, et tout ça remis en cercle de façon toujours être entretenu pour être actif pour toute la vie. Et ça commence en effet dès l'enfance. Diapositive suivante. Il y a le moment de 0-3 ans où il faut absolument que l'enfant bouge. Après 3 à 5 ans, on multiplie les occasions de jouer et de s'amuser. Et après seulement à 5-8 ans, on commence à apprendre à sauter, à apprendre à faire des roulades, à apprendre à avoir des habiletés motrices. Et après, on arrivera aux des choses un petit peu plus complexes qui sont le sport. C'est amusant parce que ce matin, parce que moi j'apprends à nager, et j'étais avec mon moniteur de natation qui disait c'est dramatique parce que les enfants de 14 ans, ils savent pas faire de roulade. Diapositive suivante, c'est une autre façon de montrer l'activité physique et la littératie. Vous voyez, c'est l'enfant actif de 0 à 6 ans, après arrive le sport et après arrive l'entraînement pour être plus performant. Donc, c'est vraiment des choses qui doivent être accompagnées. Diapositive suivante. Voilà, donc là, il n'y a pas d'animation, mais vous voyez, si on ne fait rien et si on laisse tous les toxiques et les mauvaises habitudes de vie arriver, on va vers le bas avec la flèche rouge. C'est une trajectoire qui est vraiment pénalisante. Si ça survient simplement qu'un peu après l'enfance, on s'aggrave. Si on reste à peu près correct, on reste stable. Mais bien sûr, si on a eu un environnement qu'on a touché, qui nous a un petit peu abîmé, qu'on réagit et on va vers une alimentation saine, on augmente la trajectoire est meilleure. Mais le mieux, c'est d'avoir été avec une bonne trajectoire dès les 1000 premiers jours et de continuer après de conserver ces habitudes pour avoir une trajectoire qui soit optimale. Diapositive suivante. Voilà, je pense que la prévention précoce, bien sûr, c'est les parents. Il faut absolument qu'il y ait une action coordonnée des professionnels de santé et de tous les professionnels d'ailleurs. Et je pense que là, vous allez avoir la démonstration de 2 actions, des vraies actions qui sont évaluées scientifiquement et qui correspondent tout à fait au thème de ce qu'on a dit, c'est-à-dire, diapositive suivante, acquérir son capital santé et le maintenir, le potentialiser jusqu'à l'âge de 10 ans. Merci. Merci infiniment. C'était très intéressant, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas encore une fois à utiliser la partie questions-réponses. En synthèse, on voit très bien l'image du tremplin sur les 1000 premiers jours et l'important de prendre un bon départ et le fait de rester bien concentré sur les enjeux qui ont été présentés jusqu'à 10 ans. Maintenant, effectivement, hein, on va passer entre guillemets à l'action avec la présentation tout d'abord du programme Malin autour des enjeux des 1000 premiers jours et des inégalités sociales de santé, puis on va voir vif. Alors, je gagne un tout petit peu de temps parce qu'on essaye de régler un petit problème technique sur l'intervention de notre présidente, le docteur Catherine Saligné. Je regarde 30 secondes si on arrive à régler ce problème rapidement. Céline, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais je ne vois pas Catherine dans les participants. D'accord. Écoutez, je vais me suppléer, enfin, je vais passer le relais rapidement à Nelly, hein, puisque voilà, on va être en capacité de vous présenter les enjeux. Moi, je vais me faire porte-parole de notre présidente qui tient à la fois à sa double casquette. Je pense qu'elle s'est engagée d'abord sur ce programme en tant que pédiatre. Et donc derrière, pour elle, c'est avant tout un enjeu de santé publique. La prévention précoce et les situations concrètes des familles en situation de précarité sont une véritable préoccupation pour elle dans ses engagements. Et après, elle est aussi hyper attachée à sa casquette de présidente et à chaque fois qu'elle prend la parole, elle insiste beaucoup sur une des caractéristiques que Nelly va vous présenter, c'est l'importance de pouvoir travailler ensemble. Acteurs, vous allez voir, d'horizons très différents. Et ces acteurs-là, aujourd'hui, ils ont un projet commun extrêmement clair avec des objectifs spécifiques. C'est-à-dire que chacun va venir avec ses spécificités, sa culture, et en essayant de comprendre les objectifs spécifiques de chacun, ça va venir. Ah, Madame la Présidente, vous voilà. Est-ce que j'ai bien parlé de votre engagement? Je suis absolument désolée, je présente mes excuses à tout le monde, mais je ne comprendrai mais vous êtes pour rien, c'est un problème technique. L'essentiel est que je comprenne quelque chose au bien fondé de ce webinaire. Je ne vais pas prendre très longtemps parce que j'entendais tout, vous voyez.
Donc, Benjamin a dit l'essentiel. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a 12 ans, c'est le docteur Caron qui vient de vous parler, qui a engagé tous les pédiatres de France dans cette aventure de Malin, et je voudrais lui rendre grâce aujourd'hui. J'ai pris sa suite parce qu'il est parti vers de nouvelles aventures. Mais le fait qu'il ait engagé toute la pédiatrie française dans ce programme avec le professeur turc qui représente les pédiatres hospitaliers et nous, les pédiatres de ville, montre que Malin est vraiment un programme de santé et pour concrétiser ce qu'il vient de vous expliquer des 1000 jours. Et la santé, comme l'a dit l'OMS, c'est la santé physique, mais aussi psychologique et sociale. Et je pense que l'OMS devrait prendre pour slogan « Vivons en forme », parce que franchement, c'est tout à fait ça. Nous devons être en forme dans différents domaines, en particulier le domaine social. Et s'occuper d'enfants, c'est s'occuper de tous les enfants, et donc s'occuper de leur santé physique, mais aussi sociale et psychologique. Et c'est ça qui est intéressant dans Malin. Et l'autre chose que je voudrais saluer dans Malin et qui est concrétisé aujourd'hui avec ce partenariat avec VIF, c'est que c'est un programme multipartenariat. Et beaucoup d'acteurs avec des objectifs tout à fait différents avancent vers le même but. Que ce soit, nous avons parlé des pédiatres de ville, d'hôpitaux et de PMI, et les pédiatres de PMI et les acteurs de la PMI au niveau des collectivités locales sont très importants, mais aussi des ONG sociales comme la Croix-Rouge, des industriels, derrière Blédina qui a été le premier à s'engager, beaucoup d'industriels nous ont rejoints, et des institutions. Et je voudrais saluer la Caisse nationale d'allocation familiale qui a permis que le programme se développe, mais aussi les acteurs du plan pauvreté, mais aussi les acteurs du PNNS, mais aussi les acteurs du plan 1000 jours du gouvernement. Donc, ce multipartenariat est très, très important et il est concrétisé aujourd'hui par le partenariat entre Malin et Vivons en forme. Maintenant, je vous laisse continuer ce webinaire en vous présentant à nouveau mes excuses pour cette arrivée un peu tardive et chaotique. Non, on écrira à Teams, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Nelly, on te laisse la parole pour pouvoir nous présenter Malin et Gaëlle. Merci à tous et bonjour à tous surtout. Donc j'ai le plaisir de vous présenter le programme Malin comme Benjamin et Catherine l'ont déjà introduit. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Moi, je la vois pas, mais voilà, même la suivante. Merci. Du coup, effectivement, je vais rester totalement en lien avec ce que viennent de dire les docteurs Caron et Séligné. Le programme Malin aujourd'hui s'inscrit dans cet enjeu clé des 1000 jours avec un focus particulier sur les difficultés que peuvent rencontrer les familles en situation de précarité pour pouvoir mettre en place les recommandations nationales nutrition santé. La slide suivante, s'il vous plaît. Du coup, effectivement, aujourd'hui, c'est un enjeu pour tous les parents, mais les parents en situation de précarité, ils rencontrent des obstacles supplémentaires. Alors, bien sûr, certains arrivent totalement à donner des aliments adaptés à leurs enfants. Néanmoins, pour le faire, souvent font des gros efforts sur d'autres postes de dépenses et parfois même des postes de santé. Par ailleurs, pour d'autres, ces obstacles restent très difficilement surmontables et donc il y a vraiment un intérêt à avoir un focus particulier pour ces familles-là. D'autant plus que malheureusement, ce n'est pas un enjeu minime. Aujourd'hui, en France, il y a un enfant sur 5 qui naît sous le seuil de pauvreté. Et encore, ça, c'est des chiffres d'avant la crise, donc il va falloir qu'on réajuste. Mais c'est donc un enjeu d'ampleur. C'est pour ça qu'on a souhaité, avec tous les partenaires, pouvoir prendre ce sujet spécifiquement. Et donc, bien sûr, la première chose qu'on a fait quand on a identifié cet enjeu, c'est de regarder ce qui existait déjà en France. Et bien sûr, on tombe sur l'aide alimentaire, qui est une aide d'urgence indispensable, mais qui néanmoins ne peut pas couvrir l'ensemble de ces enjeux. D'abord pour des questions de nombre de familles qu'il est capable d'accompagner avec l'aide alimentaire, et donc l'aide alimentaire est réservée aux plus précaires des plus précaires, avec une limite sur le nombre et la diversité des produits qu'il est possible de distribuer. Et par ailleurs, des contraintes pour les familles de logistique, de lieux de distribution, d'heures de distribution, et parfois aussi des questions de stigmatisation qu'il est difficile à dépasser pour les familles. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité développer un projet qui soit complémentaire de l'aide alimentaire et qui puisse prendre en compte les enjeux des familles. On peut passer à la slide suivante.
Et donc, c'est là qu'intervient cette coalition d'acteurs qu'a présentée Catherine, que je ne représenterai plus du coup. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'au cœur de cette coalition d'acteurs, il y a eu bien sûr les familles qui, avec les professionnels de terrain, nous ont vraiment aidés à co-construire une solution innovante qui réponde à leurs besoins, qu'ils ont pu, eux, exprimer et qu'on mesure au quotidien de Malin pour que tous les acteurs puissent mettre à disposition leurs ressources humaines et financières et leur expertise au service de ce besoin que les familles ont exprimé. Et au final, ce besoin s'est transformé en 3 missions stratégiques pour Malin. La partie conseil, parce que les familles, la première chose qu'elles ont dit, c'est qu'elles avaient besoin d'informations plus claires et plus adaptées à leur quotidien. Et du coup, ça, c'est accessible à toutes les familles, puisque toutes les familles se posent ces questions-là. Un focus particulier pour les familles précaires sur des accès aux produits de qualité adaptés, mais à moindre coût. Et une mission stratégique tout aussi importante, qui est le fait de continuer dans la durée à mesurer régulièrement les besoins de nos familles, mais aussi l'impact du programme et donc et leur satisfaction par rapport à ce qu'on met en place, mais aussi ce que ça change vraiment dans leur pratique au quotidien. Slide suivante, je vais rentrer un peu plus dans le parcours d'une famille Malin pour concrètement vous partager voilà, comment ça se passe pour une famille. Donc la première étape, je pense qu'il me manque une partie de la slide. Il y a peut-être une animation. Ouais, j'ai que le titre. Oui. Bon, c'est pas grave, Ouais, voilà, parfait. C'est pas grave. Merci beaucoup. Donc, pour une famille Malin, comment ça se passe? Elle reçoit un email envoyé par la CNAF, puisque la CNAF envoie tous les mois à tous les allocataires qui ont fait une déclaration de grossesse dans le mois ou qui ont un enfant qui a atteint l'âge de 5 mois, un email leur présentant le contenu du programme Malin. Donc, une famille va recevoir cet email. Derrière, va pouvoir accéder directement à toute l'offre conseil du programme, donc les messages de santé publique adaptés à leur quotidien sur des supports digitaux disponibles du coup H24. Et par ailleurs, les familles qui en plus ont des difficultés budgétaires vont pouvoir s'inscrire si elles ont un quotient familial CAF inférieur à 850 €, elles vont pouvoir s'inscrire à la partie aide budgétaire qui leur est réservée et qui leur permet d'accéder à des produits de qualité moins chers sur différents lieux d'achat. Ça permet aux familles d'être au cœur de l'action. C'est elles qui choisissent ce qu'elles ont besoin. Elles peuvent avoir l'offre conseil et l'offre budgétaire ou l'une de ces deux offres et en profiter en fonction de leurs besoins. Ça nous permet de toucher un grand nombre de familles et ça, c'est le partenariat avec la CNAF, mais je laisserai Gaëlle revenir dessus. C'est 90 000 familles qui, du coup, entendent parler de Malin chaque mois. C'est 80 000 d'entre elles qui vont visiter notre site tous les mois pour profiter de la partie conseil. Et on inscrit chaque mois en moyenne 5 500 à 6 000 familles dans le programme Malin qui en compte aujourd'hui, on n'est même plus à 50 000, on est déjà à 70 000. Donc, on va passer à la slide suivante. Ouais, je me permets juste pour qu'on puisse tenir le temps et garder de la place aux questions-réponses, d'aller assez vite sur la partie présentation. Merci beaucoup. Ouais. J'ai bien eu ton message. Donc sur la partie conseil, vous aurez la présentation, je vous laisserai lire en détail, mais ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que c'est des conseils qui sont dans le cadre des messages de santé publique qu'a présenté le docteur Caron. On reste dans ce cadre-là, mais les pédiatres de l'équipe Malin vont sélectionner les messages essentiels et avec notre équipe, notamment notre diététicienne, on va les transformer en astuces pratiques du quotidien, des recettes, des astuces pratiques de parents pour que les familles puissent plus facilement les mettre en œuvre. Et c'est uniquement les pédiatres du programme qui font ce contenu et aucun autre partenaire du programme qui n'a à manier ce contenu, qui est donc diffusé largement sur nos outils digitaux, à la fois à disposition des parents, mais aussi des newsletters pour aller vers les parents et s'assurer qu'ils ont au moins une fois par mois des messages qui leur sont attribués. On peut passer à la slide suivante sur la partie offre budgétaire. Donc la partie offre budgétaire réservée aux familles en situation de précarité. L'objectif, c'est de les accompagner à la fois sur l'alimentation infantile dédiée, mais aussi sur le fait maison. Parce qu'on sait que si toute la famille mange mieux, alors bébé mangera mieux. Et sur le fait maison, on sait que c'est aussi important sur le développement de l'enfant. Donc il y a un vrai focus dessus. Donc c'est des aliments de qualité choisis par les pédiatres dans la gamme des entreprises partenaires et non l'inverse. Et à la fois des produits alimentation infantile, des produits bruts sur le fait maison, mais aussi des ustensiles de cuisine pour faciliter le fait maison et faire gagner du temps aux familles et leur donner envie d'y aller.
Et je vous disais tout à l'heure, on travaille sur les différents lieux d'achat des familles, et c'est en fonction des besoins qu'elles ont exprimés. Bien sûr, le supermarché, avec l'avantage logistique d'être près de chez soi. On envoie aux familles des bons de réduction à domicile qu'elles peuvent utiliser dans n'importe quel supermarché, avec des réductions significatives, de 20 à 50% du prix du produit, pour que les produits soient vraiment accessibles aux familles. Et en plus de ces bons de réduction-là, donc qui concernent l'alimentation infantile et les produits bruts, on a mis en place aussi des ventes en ligne. Ça, c'est plutôt pour la partie ustensiles de cuisine, pour que les familles puissent acheter en ligne moins cher et se faire livrer directement à domicile, là aussi avec des réductions très significatives qui rendent les produits accessibles. Voilà pour l'offre budgétaire. Et sur la partie, sur ces offres-là, je vous ai présenté vraiment le volet digital qui est disponible partout en France. Néanmoins, ce qu'on souhaite et ce qu'on a fait depuis le début du programme, depuis 2012, c'est aussi renforcer cet aspect digital accessible à tous avec des relais locaux, avec des professionnels de terrain avec lesquels on travaille aujourd'hui sur 4 départements, mais l'idée c'est que ça se développe beaucoup plus. Mais de pouvoir renforcer à la fois l'information des familles sur le programme, notamment pour celles qui auraient du mal avec l'accès au digital ou à la langue française, mais aussi pour celles qui habituellement ne sont pas concernées par les aides et donc n'auraient pas considéré que Malin les concernait. Donc c'est en ça que les professionnels de terrain vont permettre de personnaliser un petit peu l'information des familles, de pouvoir les inscrire pour leur faciliter les démarches d'inscription. Et par ailleurs, pouvoir outiller ces professionnels de terrain, quel que soit leur métier, mais qui sont confrontés régulièrement à des familles qui leur posent des questions sur l'alimentation infantile, pouvoir les outiller en formation, en outils concrets pour accompagner les familles et renforcer les messages qu'on diffuse sur le digital par des messages personnalisés et présentiels. Donc on travaille sur des territoires avec des collectivités comme les conseils départementaux, les CAF, mais aussi des associations d'aide à domicile, des associations caritatives, tout type de professionnels qui voient au quotidien des familles et qui souhaitent travailler avec nous à développer leur accompagnement. Sur dernier point, je vous disais, le troisième pilier de Malin, c'est la connaissance des familles et la mesure d'impact. On y apporte énormément d'attention, à la fois au quotidien, très régulièrement, en interrogeant les familles pour connaître leurs besoins ponctuels et pour mesurer l'impact d'une offre qu'on aurait développée, mais aussi de façon plus ambitieuse avec des baromètres réguliers pour mesurer l'évolution des pratiques et même une étude clinique de grande ampleur, qui est une première en France, qu'on met en place avec l'INSERM et le CHU de Lille, pour pouvoir vraiment mesurer, suivre des mamans de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et vraiment mesurer l'impact santé du programme Malin sur les familles et l'évolution de leurs pratiques. Grâce à ces études, alors l'étude clinique ne donnera pas de résultats avant quelques années, néanmoins, grâce aux autres études, on commence à avoir des tendances sur l'impact du programme Malin, au moins sur les pratiques des familles, des tendances très intéressantes sur des points clés, le fait maison, le lait adapté, les boissons sucrées. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé le déploiement du programme et on continue à essayer de mesurer son impact. Et donc, pour finir, aujourd'hui, on a un programme qui est déployé dans 93 départements de France, à l'exception des DOM-TOM, sur lesquels on va essayer d'adapter le programme à leur spécificité avant de pouvoir le déployer sur ces départements-là. Mais c'est un programme qui est déployé, qui a montré son impact, qui continue à évoluer et surtout qui va pouvoir accueillir encore plus de partenaires pour augmenter son impact à la fois en nombre de familles touchées, mais aussi en contenu de l'offre qu'on souhaite continuer à développer. Et grâce au partenariat qu'on peut avoir avec les pouvoirs publics, ce qui fait une très bonne transition avec Gaëlle Schultis de la CNAF qui nous a accompagnés sur ce déploiement. Oui, merci Nelly. Merci Nelly. Oui, alors juste pour dire quelques mots en fait sur ce partenariat que Nelly a déjà bien décrit, qui consiste en fait pour la CNAF à informer l'ensemble de ses allocataires chaque mois par mail donc de l'existence de ce programme pour les personnes qui ont déclaré une grossesse le mois précédent ou qui ont un bébé qui atteint l'âge de 5 mois dans le mois. Donc ça, c'est une chose et ça représente, comme Nelly l'a dit, entre 90 000 et 95 000 foyers par mois. Et en plus, les CAF ont la possibilité localement de s'investir dans le programme, soit en mobilisant leurs travailleurs sociaux pour qu'ils puissent inscrire eux-mêmes les personnes qu'ils suivent,
ou alors en relayant ces personnes vers des partenaires qui sont en capacité de les inscrire. Donc ça peut être des centres sociaux, des PMI, des CSAS, etc. On a même une CAF qui va jusqu'à animer des ateliers collectifs avec les parents pour y aborder l'enjeu de la nutrition. Donc nous, au niveau tête de réseau, en fait, on voit un intérêt majeur parce que en fait, ça concourt à plusieurs de nos missions. Donc d'abord, parce que c'est un programme en fait qui, au-delà de l'aspect purement nutritionnel et santé, est un vrai programme de soutien à la parentalité. Or, la branche famille, c'est l'une de ses missions, hein, le soutien à la parentalité, qu'elle soutient donc soit par du financement, soit par de l'ingénierie sur tous les lieux, les réseaux, des services qui favorisent les relations enfants-parents. Donc, dans tout ce panel de dispositifs, on trouve notamment les parcours attentionnés pour des catégories d'allocataires qui font face à des événements de vie qu'on appelle déstabilisateurs. L'arrivée de l'enfant en fait partie. Oui. Non, non, c'est moi, je suis désolé, j'ai pas coupé mon micro. Donc oui, là, dans le cas qui nous intéresse, là, il s'agit du parcours naissance. Donc les CAF sont très investis dans le parcours naissance, le parcours des 1000 premiers jours, et notamment sur l'enjeu d'information. Les jeunes parents, en fait, remontent tout le temps qu'ils se disent perdus pour trouver l'information dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et la branche famille, en fait, poursuit des objectifs d'amélioration de l'information. Donc, notamment, elle a créé sur le portail national des droits sociaux un parcours, encore une fois numérique, hein, j'ai vu la question, qui permet de recenser en un seul lieu, sur une frise temporelle, mois par mois, depuis le début de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant, l'ensemble des rendez-vous de santé et des droits et des démarches auxquels les parents peuvent prétendre. Ça, c'est une première brique, je veux dire. On a également des partenariats de terrain avec les CEPAM, notamment, pour donner une information conjointe et accompagner les futurs ou jeunes parents partout sur le territoire. Donc tout ça, c'est vraiment pour répondre à ce besoin d'information et permettre aux jeunes parents de trouver l'information juste, fiable et complète en un seul lieu. Donc le partenariat avec le programme Malin, en fait, ça s'inscrit dans la même dynamique. Ça nous permet d'orienter des parents à des moments clés vers un partenaire de confiance, Malin, qui fournit de l'information fiable, ludique et surtout non stigmatisante. Alors sur l'alimentation, mais aussi sur les autres préoccupations comme le sommeil, la gestion des écrans, la santé, voilà, l'activité physique, etc. La deuxième mission, et je vais faire court, je sais que j'ai pas trop de temps, Benjamin et Nelly, c'est le soutien. Non, c'est bien, Gaëlle, tu t'arrêtes un peu. Ne cours pas. C'est le soutien en fait de la branche famille aux familles les plus modestes. Donc soit directement hein, par des allocations, soit en finançant des services qui permettent aux familles modestes d'y accéder. Je pense notamment par exemple au bonus mixité sociale qui est accordé aux crèches pour les inciter à ouvrir des places pour les enfants en situation de pauvreté. Ça permet comme ça un égal accès à tous, à l'ensemble des modes d'accueil. Le programme Malin, pour nous, en fait, il remplit aussi le même objectif. C'est-à-dire, c'est un critère vraiment d'intervention sociale non stigmatisant, qui lève des freins concrets, puisqu'il permet finalement aux familles d'acquérir les produits de qualité dans des commerces de proximité grâce aux fameux bons de réduction. Donc pour nous, en fait, c'est aussi finalement un outil de plus dans les mains de nos travailleurs sociaux. Et ça s'inscrit complètement en complémentarité avec les missions qu'on poursuit déjà. On est très satisfait de ce partenariat. Voilà. Juste pour répondre, je vais juste répondre en direct aux deux questions. Donc oui, l'ensemble des CAF est concerné, moins effectivement les CAF des DOM-TOM et les quelques CAF sur lesquels il y a une étude en cours qu'on ne veut pas... dont on ne veut pas fausser les résultats. Mais comme le mail est adressé par la CNAF à l'ensemble des allocataires, donc ça
concerne vraiment toute la France métropolitaine. Et pour ce qui est des difficultés numériques, comme je le disais, le fait de faire relayer par les travailleurs sociaux en CAF, ça permet d'enlever ce point-là. Et par ailleurs, on a également des points d'accessibilité numérique, alors soit directement dans les CAF, soit avec des partenaires. Et le programme Malin fait partie du panel des outils que les accompagnateurs numériques ont pour aider justement les allocataires à faire leur démarche. Voilà. Super, merci beaucoup Gaëlle. Juste avant de passer la parole à nos amis de VIF, merci beaucoup Nelly également pour cette intervention très claire. Moi, je voudrais quand même profiter de cette occasion pour vraiment remercier Gaëlle et les équipes de la CNAF. Enfin, au-delà de l'importance du partenariat, et je ne reviens pas sur l'intérêt, je pense qu'il a dû vous sauter aux yeux et il est quand même extrêmement innovant. Je voudrais saluer aussi le contexte dans lequel ça est fait. Ça a demandé un gros travail de la part de Gaëlle et toutes les équipes de la CNAF dans un contexte qui n'était pas simple pour tout le monde, parce que ça s'est fait l'année dernière en pleine crise aussi de Covid, période à laquelle les équipes de la CNAF ont été extrêmement sollicitées, et par la ténacité de Gaëlle et des équipes de Pauline Domingo, voilà, on a réussi quand même une grande première, et voilà, sur ce partenariat-là, et encore une fois, comme sur d'autres, il y a eu un véritable travail d'équipe, et c'est l'occasion aussi de saluer, puisque voilà, on prend 2 minutes pour présenter un partenariat qui, au final, a nécessité beaucoup d'années de travail. Donc, merci beaucoup Gaëlle, et merci beaucoup Merci à la à CNAF pour vous. cette On confiance est que très vous nous fiers accordez. Maintenant, on vient de passer le tremplin des 1000 premiers jours, et on va passer la parole à nos amis de Vivons en forme et à Flora pour qu'on puisse bien comprendre les enjeux après. Et Flora, à toi de jouer. Merci Benjamin. Donc vous avez remarqué, je ne suis pas Thibaut Deschamps qui est le président de notre association et qui s'excuse malheureusement. Donc voilà, je prends le relais pour vous faire une petite présentation de Vivons en forme et ensuite passerai le relais à nos intervenantes sur le terrain qui vous parleront de l'expérience VIF pour le coup dans nos villes. Voilà. Donc slide suivante. Encore. Voilà, donc le programme VIF trouve son origine dans une étude, Ensemble prévenons l'obésité des enfants, qui a été lancée dans les années 90 et qui a permis d'avoir des premiers résultats sur des interventions auprès des enfants qui permettaient des résultats sur la diminution de la prévalence du surpoids et de l'obésité. Et puis en 2011, l'idée a été de redynamiser un petit peu ça, d'inscrire le programme plus comme une action dynamisante, et donc c'est devenu VIF. Voilà. Aujourd'hui, on a de nouvelles études sur le surpoids et l'obésité des enfants qui permettent de montrer que cette méthode et cette organisation peuvent avoir effectivement des impacts sur les enfants des villes VIF. Voilà, slide suivante. Donc ça, c'est l'écosystème de l'association FLVS qui porte le programme VIF, et c'est en ça aussi qu'on est assez singulier et pour autant qu'on se fait écho avec le programme Malin. Donc on a les villes qui sont le cœur de notre action. Sans elles, on ne pourrait rien faire, qui sont animés par la coordination nationale. Et en fait, on va aller solliciter à la fois des membres de notre conseil d'administration qui sont des experts du marketing social, de la sociologie, de l'alimentation, voilà, et des comités scientifiques qui vont être sollicités de façon beaucoup plus ponctuelle pour la création de thématiques sur l'alimentation, sur l'activité physique, et en ça même avec des sous-catégories entre guillemets sur les portions, la restauration scolaire et compagnie. Et dans VIF, on va considérer que tout le monde est expert et tout le monde peut contribuer. C'est en ça aussi qu'on a un portage particulier, puisque c'est un club de mécènes et de partenaires qui nous permettent de rendre accessible cette solution-là aux villes, dont on dénombre aujourd'hui plus de 263 adhésions. Voilà, slide suivante. Donc,
l'opérationnel de VIF, c'est vraiment de s'inscrire comme un fil rouge au sein des villes. On va créer du lien entre les différents acteurs de la commune, les associations, les CCAS, les services municipaux, etc. Et on va passer par la formation des acteurs locaux, des agents territoriaux, dont on sait qu'ils ont le sens du service public, tout simplement, et qui vont pouvoir, à leur tour, toucher notre cible terminale, que vont être de façon privilégiée les enfants, puisque c'est sur eux qu'on souhaite agir depuis près de 30 ans, même si aujourd'hui notre cible se diversifie davantage. Et pour essayer d'atteindre au maximum nos objectifs d'avoir une autonomie comportementale de l'enfant, on va perfuser, entre guillemets, donc à la fois par les agents territoriaux, mais aussi en s'adressant aux parents via des leaflets et ou des animations qui vont être mises en place par les communes, et de plus en plus pour et avec les seniors. L'idée, c'est que les seniors aujourd'hui ont des besoins aussi, mais on sait aussi qu'ils sont une ressource pour le territoire et potentiellement peuvent aussi avoir une influence positive. Donc, pour résumer, c'est vraiment la montée en compétence des agents territoriaux qui sont auprès de nos bénéficiaires. Donc, les objectifs du programme VIF, ils sont 3 à être prioritaires et constituent les 3 piliers de la santé. Donc, l'amélioration de l'activité de l'alimentation, favoriser le bien-être et un environnement de vie sain. Donc, ça passe aussi par les écrans, par le lavage des mains, etc. Et bien sûr, augmenter la pratique d'activité physique et diminuer la sédentarité. Encore une fois, l'idée, c'est de dire que plus on agit tôt dans l'enfance, meilleures sont les chances que les habitudes soient adoptées de façon durable. Et ça nous emmènera vers une santé vertueuse. Et ces impacts-là sont aujourd'hui démontrés dans des publications scientifiques. Voilà, donc slide suivante. Pour la commune, l'objectif, c'est vraiment du coup de dynamiser la commune et c'est d'avoir une vision qui est très globale. Quand une commune décide d'adhérer à l'association, elle va nommer un élu et un chef de projet qui vont se réunir en conseil communautaire ou en conseil, en comité de pilotage, pardon. Comité de pilotage qui va être animé par une personne de la coordination nationale VIF, donc en général Raphaël Chailloux ou Gaël Boulic, et on va déterminer quel va être le plan d'action de la commune, quels vont être les sujets prioritaires à traiter pendant toute la durée de l'adhésion, qui est entre 3 et 5 ans. En 2022, VIF, c'est de plus de 260 villes et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur une dynamique, on souhaite doubler le nombre de villes d'ici à 2024, en vue aussi des JO qui sont un moyen favorisant d'embarquer davantage les citoyens et les communes. Voilà, slide suivante. Donc, comme pour le programme Malin, il y a d'acteurs qui sont engagés ici public et du privé qui vont avoir des apports complémentaires et qui vont chacun pouvoir apporter leur pierre à l'édifice et faire progresser encore une fois les actions de prévention et rendre accessibles à nos villes qui sont nos premiers partenaires des solutions concrètes et clés en main. Voilà, slide suivante. Donc, l'approche et la méthode VIF sont importants puisque c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. L'objectif, c'est vraiment de partir des besoins du terrain, d'accord, de vraiment être dans l'effervescence de ce qui peut se passer sur le terrain et de répondre à ces besoins-là. On va étudier ce qui se passe sur le terrain. On va co-construire avec les acteurs de terrain en impliquant aussi toute la sphère scientifique dont on dispose par notre CA ou nos comités scientifiques. On va développer des outils, des formations, etc., qu'on va aller tester dans un échantillon de villes VIF. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre à disposition l'ensemble de ces solutions à toutes les villes qui adhèrent au programme. Et en parallèle de ça, on va évaluer l'ensemble de nos actions et de nos outils pour pouvoir rendre compte, valoriser aussi les démarches et les parties prenantes, que ce soit dans les villes, les scientifiques qui nous entourent, etc. Voilà, slide suivante. Donc ça, c'est quelques formations qui existent chez VIF autour de l'alimentation, des 1000 premiers jours, de la restauration scolaire, de l'activité physique, etc. Slide suivante. Des exemples d'outils, donc vraiment l'objectif c'est d'outiller les acteurs de terrain, les agents territoriaux avec des outils clés en main. Donc ça va être par exemple la petite roue du goûter. On va aussi ne pas oublier les parents.
aussi des enfants pour passer le message, se servir des parents comme, enfin, de les toucher par ricochet, entre guillemets, avec des petits leaflets et compagnie, qui reprennent les messages que les enfants auront vus sur le temps périscolaire et ou de la pause méridienne. Et ces acteurs de la pause méridienne, ils vont être formés en présentiel par des acteurs de la coordination nationale ou des diététiciens, etc. Et on va leur remettre de formation pour que les messages puissent perdurer et être correctement diffusés dans les communes. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de faire vivre des expériences aux enfants parce qu'on sait que c'est en vivant des expériences que potentiellement les comportements vont être adoptés de façon durable sur les bases d'un mode de vie sain. Voilà. Slide suivante. On répond de façon le plus proche possible aux besoins des villes, encore une fois, et l'objectif, c'est d'embarquer de façon très très large et de tisser des liens aussi avec des acteurs tels que le programme Malin. On s'attache aujourd'hui à développer et à adapter surtout les solutions vives dans d'autres territoires, et notamment les territoires des Outre-mer, dont on sait qu'ils ont des indicateurs de santé qui peuvent être préoccupants. On essaye de se développer aussi tout ce qu'on a pu faire sur l'alimentation. On essaye de le développer aussi sur les mobilités, sur l'activité physique. Et puis aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux seniors qui sont une richesse du territoire. Voilà. Slide suivante. Je pense que je vais passer le relais à nos chères intervenantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Flora. Bienvenue à Dorothée et à Anne. Merci beaucoup. On vous laisse la parole. On va commencer par, si je ne dis pas de bêtises, par Anne. Bonjour. On vous entend. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous alors. Alors moi, c'est avec plaisir que je participe à ce webinaire. Je représente la commune de Vimy. Alors pour situer, nous, on est entre Arras et Lille. C'est une commune de 4000 habitants. On a 2 structures d'accueil petite enfance, 2 écoles, un accueil périscolaire et un accueil de loisirs et un CAJ également, un centre d'animation jeunesse. Ça fait 4 ans qu'on est associé, qu'on travaille en partenariat avec VIF. Donc en fait au niveau de l'ensemble des services, on a pu donc là bénéficier de plusieurs des formations à plusieurs niveaux en fait, que ce soit au niveau de l'alimentation, les activités physiques, le sommeil. On a eu aussi une formation sur le Google Drive, il me semble. Enfin voilà, un tas de formations. Et l'année dernière, en fait, c'est la raison pour laquelle moi j'interviens aujourd'hui, étant coordonnatrice petite enfance, l'année dernière, on nous a proposé de participer à l'élaboration de la formation spécifique à la petite enfance, alors donc qui n'existait pas auparavant, ça restait plus général. Et donc là, avec les professionnels des structures petite enfance, on a pu tester en fait, participer à la maquette, à l'élaboration donc d'une formation type qui englobait, qui englobe donc maintenant l'alimentation, le sommeil, la relation aux écrans et puis l'activité physique. Donc on a fait ça avec un panel d'agents qui étaient issus des 2 structures d'accueil et également ceux qui interviennent ici au niveau de l'accueil de loisirs pour les plus petits. Et puis donc on a vraiment pu construire en fait avec les intervenants, puisque on a eu l'occasion issu de la formation, de donner notre avis et donner des pistes aussi d'amélioration, on va dire. Hein. Donc là, c'était vraiment prendre l'avis des professionnels concernés. Et donc là, suite à cette élaboration, cette journée de test, on a pu, au niveau de l'ensemble des professionnels petite enfance, profiter de la formation achevée, on va dire. Hein. Et voilà, en fait, je jette un œil à mes notes.
Oui, alors non seulement il y a cette construction en fait qu'on a pu élaborer ensemble, qui a été très constructive, mais il y a aussi tous les outils aussi. Et d'ailleurs, oui, effectivement, on a aussi pu participer à la mise en page du livret spécifique à la petite enfance. Donc là, le travail s'est fait et avec les professionnels de la petite enfance, les responsables d'établissement et également les parents. Donc en fait, là, tous les acteurs étaient concernés. Donc il y a eu présentation de la maquette et chacun a pu en fait donner son avis. Et jusqu'à là, l'élaboration finale de la maquette. Ce qui nous sert bien également au niveau, voilà la maquette, au niveau de la ville, ce sont les outils hein, pour déborder un petit peu de la petite enfance. La semaine prochaine, on a mis en place un événement sur la commune qui s'intitule Nature en fête. Et on va avoir le soutien de VIF lors de cet événement par rapport à l'alimentation justement et l'intérêt de manger équilibré de saison avec l'élaboration d'un bar à fruits et de brochettes de fruits. Donc ça, souvent, pour nous, ça nous est d'une grande aide en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire encore, à moins que vous ayez des questions à me poser, parce que pour tout vous dire, je suis un petit peu... Non, mais c'était très bien, c'était parfait. Les questions, n'hésitez pas à les poser, on y répond d'ici 5-10 minutes après les interventions, si ça vous va. Et si vous avez d'autres messages, n'hésitez pas, mais après, on peut passer... Ce que je peux dire aussi également concernant les plaquettes là, que je vois là, en visuel, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un soutien et en fait, c'est une manière à la parentalité, c'est une manière de faire passer des messages sans culpabiliser en fait. Donc en fait, voilà, ils sont à disposition. Éventuellement, quand les parents posent des questions, on peut les orienter. Sinon, ils sont au niveau des accueils des structures. Et c'est vraiment, bon, bien sûr, ça couvre pas tout, mais ça donne des pistes en fait. Et à partir de ces plaquettes-là, on peut, il y a un dialogue qui peut s'ouvrir en fait. Voilà pour les plaquettes. Après, concernant la formation, où est-ce que je peux rajouter aussi la formation la petite enfance? C'est vrai que c'est un temps d'échange, un temps où les professionnels peuvent se poser. Et concernant l'alimentation le matin, c'est vrai que nous, il y a un gros enjeu parce qu'on est en production en régie dans les deux structures. Mais là, avec l'intervention de professionnels, nutritionnistes et psychomotriciennes, c'est vrai que ça permet de... il y a une remise en question, comme dans toute formation, mais ce temps de partage permet d'aller plus loin, en fait, d'avancer. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et donc, pour finir la présentation, je passe la parole à Dorothée Germain. Bonjour à tous. Alors, je vais me remettre sur le slide. Voilà, je voulais vous présenter effectivement ce que l'on met en place à Saint-André. Alors, la ville de Saint-André adhère au programme VIF depuis 2007, donc ça fait presque 15 ans. Et en fait, faire de la santé dans une commune, c'est une décision, puisqu'en fait, la compétence santé n'est pas une compétence territoriale. Donc, c'est vraiment une décision politique. Et il y a des villes qui ont un petit peu peur de se lancer dans ce projet-là par rapport à la difficulté de mise en place d'actions. Et en fait, là, l'intérêt du programme Vivons en forme, c'est des ressources et c'est du clé en main.
Et l'objectif, effectivement, est de créer un réseau d'acteurs du territoire de manière à les former pour les préparer à monter en compétences et prendre le relais pour faire de la santé à leur niveau et sur leurs propres actions. Alors, si on regarde les résultats de Saint-André, on est intégré donc en 2007, prise de poids, taille des enfants en 2008, on était à 18% de surpoids et d'obésité, et vous voyez qu'en 2019, on est à 13,6% de surpoids et d'obésité chez les CE1, CM1. Je pense que la crise du Covid a dû détériorer un petit peu ces résultats, on le verra prochainement, mais effectivement, la démarche s'est poursuivie. Alors nous, dans les écoles, on travaille énormément puisqu'on a un parcours santé dans les écoles dès la maternelle avec un parcours d'éveil des sens. Donc on fait découvrir un fruit et un légume régulièrement. Ensuite, on fait de l'hygiène bucco-dentaire, du sommeil, du travail sur le petit déjeuner, sur le goûter, sur la relaxation, d'activité physique aussi. On travaille sur les mobilités douces. Donc on a la chance à Saint-André de pouvoir intervenir énormément dans les écoles, mais il s'est avéré que pendant la crise Covid, on pouvait plus du tout le faire. Et donc, pour ne pas arrêter tout le travail de fond qui avait été mené, on a travaillé beaucoup plus avec les accueils de loisirs et le périscolaire et sur la montée en compétences des différents accueils. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Parce qu'en fait, vous m'avez changé un petit peu mon PowerPoint. Et voilà, donc le parcours santé, avec l'aménagement aussi des espaces, cours de récréation et installation de racks vélo pour développer la mobilité douce, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent venir à pied ou à vélo à l'école ou en trottinette. Et en fait, le problème, c'est que les parents arrivent avec leur vélo ou trottinette, mais savent pas où le stocker. Donc, on fait un gros travail sur la mobilité douce pour travailler aussi sur le savoir rouler, qui va devenir une obligation pour les 6e. On a acheté des vélos pour les écoles qu'on mettra à disposition de toutes les écoles. Voilà, diapositive suivante. Donc, on a développé, suite au Covid, le travail fait avec le périscolaire en les faisant monter en compétences, en formant les animateurs. Et effectivement, on travaille de plus en plus avec eux sur l'activité pédagogie, notamment, qu'ils aiment beaucoup par rapport au fait que ça touche aussi le handicap et l'inclusion. Donc, c'est un outil qu'ils aiment énormément. Et on va encore déclencher prochainement des événements avec eux. L'objectif, c'est pas de créer un événement, mais plutôt de s'appuyer sur ce que mettent en place les acteurs du territoire, de manière à les accompagner sur des mises en place. Donc là, on va avoir au mois de juin la fête des fruits et légumes frais. On va certainement organiser des pique-niques dans les écoles, de manière aussi à travailler sur le pique-nique équilibré. On va aussi travailler sur l'activité physique. Et au mois de juin, on voudrait associer cette fête des fruits et légumes à un événement autour de l'écran, justement pour renforcer l'interaction avec les parents. On a fait la petite formation là sur la meilleure appli pour votre enfant, c'est vous, de manière à pouvoir retravailler aussi sur la gestion du temps finalement. Est-ce que demain on pourrait pas prendre le temps de faire autre chose que de regarder les écrans ou d'accompagner les enfants sur l'écran. Donc, on va encore s'appuyer sur les acteurs locaux pour mettre en place des actions innovantes auprès des familles pour transmettre des informations, des messages, et c'est vraiment ça l'objectif. Diapositive suivante. Alors, nous, on a une restauration scolaire autogérée, puisqu'effectivement, c'est nous qui produisons depuis 20 ans les repas pour les crèches Halte Garderie et pour les enfants, mais aussi pour les seniors. C'est un impact qui est important, puisqu'effectivement, on a plus de 70% des enfants qui mangent à la cantine tous les jours. Et l'important, c'est de s'assurer de la continuité sur le temps du midi et la continuité de la pédagogie scolaire, en fait, puisque l'enfant du matin avec le périscolaire jusqu'au soir avec la garderie peut avoir des informations par les différents acteurs de manière à acquérir des compétences même santé qui vont pouvoir transmettre à leurs parents. Voilà. On travaille aussi sur le quotidien dans la ville et notamment sur la cyclabilité de la commune. On a créé une carte temps qu'on voit en tout petit sur la diapositive, une carte temps piéton en partenariat avec la métropole européenne de Lille, de manière à ce que les
personnes puissent prendre conscience que finalement, les trajets sont pas si longs que ça et qu'on n'a pas besoin d'une voiture pour les faire. Voilà, et on a vraiment un travail au quotidien. On parle là des enfants pour les rendre ambassadeurs aussi des messages pour leur famille, mais aussi sur le temps du midi pour les autres enfants. Mais ce rôle d'ambassadeur, on voudrait aussi le transmettre aux animateurs du temps du midi pour que eux soient aussi exemplaires de manière à montrer aux enfants ce qu'il faut faire. Et on souhaiterait aussi le développer avec les seniors, puisque Vivons en forme senior, nous on le développe énormément depuis 2016 dans la commune, et les grands-parents ont aussi un rôle éducatif auprès de leurs enfants, et c'est sur eux que l'on souhaite s'appuyer pour aider aussi les parents, puisque les grands-parents ont un grand rôle d'encadrement des enfants sur le temps du mercredi, des vacances, où ils sont très très présents pour aider les parents. Voilà. Autre chose, nous, pour revenir à la petite enfance, on est en train d'organiser un forum petite enfance et je voudrais insister dessus, puisqu'en fait, on parle beaucoup du lien avec la CAF. Et il y a quand même la convention territoriale globale qui est en train d'être développée par toutes les instances, et notamment la CAF. Et cette convention territoriale globale, l'objectif, c'est justement de mettre en lien les réseaux d'acteurs. Et c'est très, très complémentaire à VIF, puisqu'il s'agit de s'appuyer sur les acteurs du territoire pour transmettre les infos auprès de tout le monde. Et nous, notre forum Petite Enfance, il va justement avoir cet enjeu de pouvoir réunir les acteurs du territoire pour informer les parents. Ce n'est pas du tout de la vente, c'est vraiment de l'information sur ce qui existe dans la commune pour les 0-3 ans. Voilà, donc c'est intéressant. Je ne sais pas si j'ai encore une slide après. Oui. Alors, nous, on s'appuie aussi sur une application de manière à faire connaître les activités physiques et sportives qui existent dans la commune, toujours donner une meilleure visibilité sur l'existant. Et on a mis en place l'application yaclub.fr. Donc, yaclub.fr, ça permet, c'est un moteur de recherche qui permet aux parents de voir un petit peu quelles sont les activités physiques et sportives, mais on va le développer à tout ce qui est culturel, ludique, etc. pour dire, voilà, j'ai un enfant de 3 ans, qu'est-ce qui existe dans la commune pour un enfant de 3 ans? Donc, c'est de l'informatif. L'autre avantage de cette application, c'est que ça permet de faire des statistiques et ça nous permet de voir un petit peu ce qui manque dans la commune pour créer cette offre si elle n'existe pas, notamment en offre d'activité physique. Finalement, nous, on a très très peu pour les moins de 3 ans et ça permet justement une meilleure lisibilité sur ce qui existe et ce qu'il y a à créer. Voilà, on va aussi travailler sur les maisons sport santé pour créer un partenariat avec une maison sport santé pour travailler plus sur l'adulte, mais aussi sur l'enfant en surpoids et obésité. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les enfants en surpoids et obésité, mais aussi de pouvoir les prendre en charge si nécessaire avec des partenaires qui ont cette aptitude-là, puisque nous, ce n'est pas notre rôle. Voilà, je ne sais pas s'il y en a encore une pour moi. C'est parfait. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant là d'avoir ces deux focus terrain. Ouais, c'est toujours on vous remercie vraiment parce que c'est pas évident là pour les intervenants d'expliquer toute la richesse des actions dans un temps toujours très limité, mais au moins ça donne vraiment un aperçu clair des excellentes initiatives que vous prenez. Merci beaucoup à Vif. Donc j'espère que ces deux présentations, vous ont donné envie de vous lancer aussi dans l'action. Encore une fois, n'hésitez pas, après le webinaire, on a les coordonnées. On peut peut-être les afficher tout de suite sur les slides, les coordonnées des interlocuteurs des deux programmes à qui vous pouvez écrire pour rejoindre les aventures. Là, on va se réserver un temps. Merci vraiment parce que au niveau du timing, il nous reste quand même un petit peu de temps là sur les questions. On va revenir sur les questions qui ont été notées pendant les interventions, mais n'hésitez pas à poser les vôtres là pendant le temps qui nous reste. Donc, il y a deux premières questions. Là, on va rester dans le Nord. Il y a une question de précision qui a été posée sur des chiffres. Attendez, je la lis. Est-ce que la diminution de la prévalence du surpoids à Saint-André a concerné toutes les catégories sociales ou plutôt les CSP+, Est-ce que vous avez une visibilité de l'impact par rapport aux catégories de population, notamment là pour pouvoir cibler toujours le sujet compliqué des inégalités sociales de santé?
Alors, effectivement, on a ciblé les différentes écoles de la commune. Donc, effectivement, les quartiers périphériques ont des CSP supérieurs aux quartiers du centre. Et on a eu, dans un premier temps, une école qui n'avait pas baissé en surpoids obésité, il y avait plutôt augmenté. Par contre, les enseignants ont pris le projet à bras-le-corps, et vraiment, et on travaillait beaucoup sur l'éducation des enfants avec la collation du matin et de l'après-midi, en supprimant les collations ou en autorisant que les fruits. Et aujourd'hui, c'est les meilleurs résultats dans notre commune, c'est dans cette école-là. Donc effectivement, quand les acteurs prennent réellement un engagement complet dans le programme pour mettre en place des actions et compléter les actions mises en place aussi par la ville, on a des très très bons résultats. Et à l'inverse, j'ai une école qui est donc en CSP+, où on a peu accès et eux se sont un petit peu dégradés, notamment en obésité de l'enfant. Sur le fait qu'il y a eu un retour des collations à un moment et moins d'intervention et un petit peu de dégradation. Donc ça montre bien que quand il y a action, il y a réaction des familles, des parents et amélioration des résultats, oui, dans tous les milieux. Et donc sur les résultats, dans tous les milieux. Aujourd'hui, dans les mesures d'impact, du coup, vous arrivez à pouvoir croiser les résultats obtenus avec les typologies de population. Oui, par rapport, en gros, hein, alors là, il y a une enquête qui est faite par le programme Vivons en Forme qui permet justement d'identifier un peu plus les CSP, mais nous, on l'avait fait sans cette enquête-là avant et par la catégorie d'école, on arrivait vraiment à cibler, oui, effectivement. Très bien, c'est très intéressant, merci beaucoup. On a une question sur le programme Malin. Nelly, est-ce que tu peux nous dire comment aujourd'hui tu pilotes les chiffres sur le nombre de familles et d'enfants touchés sur les territoires, à la fois peut-être au niveau national et aussi peut-être au niveau des départements, s'il te plaît? Nelly? Est-ce que tu m'entends, Nelly? Bah, sinon, je vais répondre. Hein. Ah, on a peut-être un problème de micro. Bon, bah, je vais répondre, Nelly, on ne t'entend pas. Du coup, oui. Ouais, là, on t'entend, Nelly. Vas-y. Ouais, non, c'est mon ordinateur qui est un peu lent. Oui, sur le pilotage des chiffres, alors ce qui est sûr, c'est que on prend, pour évaluer hein, les familles concernées, on va prendre un repère qui est assez simple, qui est le seuil de pauvreté. Donc on croise les taux de natalité et les taux de pauvreté sur les territoires, à la fois au niveau national et au niveau local. Hein. C'est comme ça que tout à l'heure, j'évoquais le chiffre de 480 000 enfants sous le seuil de pauvreté en France. Néanmoins, dans le programme Malin, on essaye de travailler sur des notions un peu plus de prise en compte globale de la situation de la famille et ne pas regarder uniquement le seuil de pauvreté. Donc, on peut avoir des familles qui vont être juste au-dessus de ce seuil, qui peuvent être concernées par le programme Malin, et c'est notamment le travail qu'on mène avec les professionnels de terrain pour qu'ils puissent inscrire des parents qui seraient voilà, juste au-dessus de ces seuils, mais néanmoins en difficulté ou qui auraient des difficultés de type surendettement, qui ne se voient pas sur le niveau de revenu, mais qui, pour autant, met les familles en difficulté. Donc strictement, on peut dire que c'est 480 000 enfants en France qui sont sous le seuil de pauvreté et qui sont concernés par le programme Malin. Et on fait ce calcul, bien sûr, département par département également. Mais il faut avoir une vision un peu plus large et un peu plus souple pour regarder aussi un petit peu au-dessus de ces seuils, ce qui peut augmenter un peu la taille des familles concernées. Très bien, merci beaucoup Nelly. Il y a une question remarque, et ça c'est important, effectivement, on a beaucoup parlé dans les présentations de l'importance de mobiliser l'ensemble des acteurs en première ligne sur l'accompagnement des familles. Il y a justement une question là sur les typologies de professionnels qui sont mobilisés et notamment sur l'importance aussi de tenir compte des infirmières puéricultrices hein, qui sont bien sûr en première ligne sur cet accompagnement à la fois sur la partie 1000 jours et après. Est-ce qu'on peut peut-être toucher deux mots, enfin à la fois chez VIF, mais aussi certainement aussi sur Malin, de la connexion avec ce type d'acteurs? Dorothée, vous voulez dire deux mots des collaborations que vous avez? Alors effectivement, les acteurs, dans un premier temps, on a touché les acteurs locaux, associations,
crèches, haltes garderies, donc vraiment les acteurs du territoire et pas les professionnels de santé. C'est quelque chose que l'on développe vraiment actuellement par rapport à la petite enfance, où finalement dans notre forum, on a invité tous les professionnels de santé à venir, les assistantes maternelles aussi, le réseau, le RPE, réseau d'assistantes maternelles, voilà. Et effectivement, on va toucher de plus en plus les professionnels de santé. Au départ, on les touchait pas parce que c'est pas l'objectif n'est pas une prise en charge, mais eux aussi sont relais par toutes les ressources qu'ils peuvent transmettre aux familles qui sont sur place. Donc vraiment, on va développer de plus en plus ce lien avec les professionnels de santé, oui. Mais au départ, les acteurs du territoire, pour nous, c'était plutôt le monde associatif, sportif, éducatif, éducation nationale, etc., etc. Très bien, merci beaucoup Dorothée. Nelly, tu veux juste compléter pour Malin? Oui, écoutez, Malin, en fait, vraiment, l'idée, ça a toujours été de travailler avec, quelle que soit leur profession, des professionnels en contact quotidien avec des familles. Et donc, on a collaboré naturellement avec les professionnels du secteur de l'action sociale, du secteur de la petite enfance et du secteur du médical depuis le début. Et effectivement, les puéricultrices de PMI, pour nous, par contre, sont au centre du programme et sur les départements sur lesquels on a activé le volet territorial renforcé. On travaille énormément avec les puéricultrices de PMI, à la fois pour mieux informer les familles, mais aussi pour pousser l'accompagnement sur les messages de santé publique. Et on a formé et outillé un grand nombre de puéricultrices, notamment en Loire-Atlantique ou en Mayenne, parce que pour nous, voilà, c'est clair qu'en termes de relais de ces sujets-là, elles sont au centre du sujet, et nous, on est une boîte à outils pour leur permettre de rester connectés et à jour sur ces sujets-là et faciliter les discussions avec les familles. Très bien, merci beaucoup Nelly. On a une question aussi très intéressante qui revient assez régulièrement sur nos sujets, qui est la question des dom-tom. Souvent, on parle effectivement de déploiement en France entière et on oublie, hélas, trop souvent nos amis des dom-tom qui ont des situations importantes aussi sur ces questions-là. Au niveau de VIF, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, Flora, Raphaël, répondre ? Tout à fait. Alors, il faut savoir que depuis 2019, on a débuté un pilote pour essayer de transférer le programme VIF à La Réunion. Sauf qu'il ne s'agit pas seulement de le transférer, mais bien de l'adapter parce que les modes de vie sont complètement différents. Donc, il y a tout un travail qui est mené actuellement par Isabelle Jalot, qui est, je pense, parmi nous aujourd'hui, qui est la directrice de l'association, qui est un peu une association fille de FLVS, qui est FLVOIS et qui pilote VIF à La Réunion avec un comité d'experts sur place, avec des villes qui adhèrent sur place, etc. Voilà, donc on essaye par La Réunion, on commence ce pilote par La Réunion, et l'objectif derrière, ce sera de pouvoir essaimer dans les autres dom-tom. Très bien. Et Nelly, sur Malin ? Et sur Malin, effectivement, on a le même principe, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment se développer sur les dom-tom, mais on constate qu'il faut vraiment adapter le programme pour qu'il soit utile aux familles concernées, et donc à la fois sur la partie conseil, mais aussi avec notre particularité sur la partie aide budgétaire, où il faut qu'on investisse vraiment sur à la fois les produits consommés, leur prix qui est très différent de la métropole, et la façon de diffuser des réductions qui ne fonctionnent pas non plus pareil qu'en métropole. Donc c'est un gros travail pour nous d'évaluation des besoins et d'adaptation du programme qui fait qu'on a un délai pour arriver en métropole. Ce serait très difficile de donner une date, mais effectivement, c'est un sujet qu'on regarde de près. Il y a des échanges en cours pour compléter avec les pouvoirs publics. On rejoint totalement l'importance de se développer à La Réunion, qui est quand même, il faut le dire, le deuxième département français, en tout cas quand on croise le seuil de pauvreté, taux de natalité, en termes de besoins. Et on a actuellement des discussions et des envies de déploiement en Guyane, voilà, pour compléter. Il y a une question du docteur Caron. Vous vouliez intervenir, vous aviez posé une question dans la conversation, mais vous aviez peut-être une réaction ou… Oui, en fait, c'était par rapport à la question, on n'a pas abordé l'environnement, produits d'hygiène, cosmétiques et tout. On n'était pas sur le domaine de la grossesse. Et c'est sûr que autant l'environnement va jouer aussi après, mais c'était au moment de la grossesse, c'était important. Mais là, ça correspondait pas. On peut pas aborder tous les 1000 jours en si peu de temps, et ça correspondait pas à la cible. Mais bien évidemment, mais à condition de bien garder en tête que le premier toxique, le plus important, il y a 32 femmes enceintes qui sont encore
en train d'utiliser du tabac. Et ça, je crois que c'est vraiment le premier toxique qu'il faut éliminer, tout en pensant à tous les autres, bien sûr. Et quant à l'alcool, j'en parle pas non plus. C'est tout. Ok, merci beaucoup. La réponse est très claire. Alors, il reste 2 minutes. Dorothée, vous vouliez, vous souhaitez compléter? Je voulais juste rajouter un partenaire qui pour nous est important, c'est l'Agence régionale de santé qui est notre financeur sur les actions et c'est important de citer nos financeurs dans lesquels on ne traite pas tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et autre chose pour rebondir aussi sur la santé environnementale, il y a quand même des compétences qui sont transversales dans les territoires. C'est effectivement la santé et l'environnement, ils sont complètement liés et on ne peut pas faire l'un sans l'autre en fait. Si vous mettez en place des potagers dans les écoles, par exemple, c'est de l'activité physique et c'est de l'environnement. Et en fait, on peut mettre en place beaucoup de choses autour de ces 2 piliers, plus un troisième qui est la culture, par les animations et la culture, qui sont vraiment des actions très transversales dans les communes et qui touchent tout le monde et tous les acteurs du territoire. Très bien, merci beaucoup. Catherine, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais tout d'abord saluer les présentations qui ont été faites et féliciter chacun pour son action. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est les interfaces et les interrelations d'un programme à l'autre qui, pour moi, peuvent représenter une énorme économie d'énergie de chacun pour éviter les redondances. Quand je vois des livrets sur la nutrition ou sur l'activité physique qui sont rédigés et que jusqu'à présent, chacun les rédigeait dans leur coin, je pense que ces partenariats vont nous permettre de mettre tout ça en commun pour orienter l'énergie de chacun vers ce qu'il a de spécifique. Ça, c'était vraiment ma première remarque et j'y ai pensé quand j'ai vu que VIF utilisait le slogan de la campagne pour les écrans que la Fondation pour l'enfance et Santé publique France ont demandé au site Mpédia, à savoir la première application de votre enfant, c'est vous. Je trouve que tous ces partenariats qui passent par Santé publique, qui passent par Mpédia, par Malin, par VIF, par l'AFPA, tout ça, c'est vraiment une très, très grande force qu'on ne voyait pas les années précédentes. Je trouve ça très bien. Et puis, justement, j'ai parlé du site Mpédia et de l'AFPA et on a beaucoup travaillé sur les écrans, en particulier avec l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, puisque vous avez entendu, je suis de Bordeaux. Donc, vraiment, ces partenariats sont d'une grande richesse et si l'enfant peut en être bénéficiaire et il en est bénéficiaire au sein de la famille et maintenant cibler les seniors parce que, comme il a été dit, un enfant seul, ça n'existe pas. Et je crois que tout ce qui est fait pour… Malin s'intéresse à la nutrition, à l'alimentation familiale, mais VIF, qui fait bouger les grands-mères les mercredis avec leurs petits-enfants, moi je trouve ça super parce que je me suis mis à la piscine depuis que je suis grand-mère, bien plus que quand j'étais mère. Donc vraiment, c'est des très grandes leçons de partenariat et de vivons en forme ensemble. Très bien, et ça tombe bien puisque ce webinaire a été pensé comme un tremplin, comme les 1000 premiers jours, pour pouvoir ensuite poursuivre la collaboration et aller encore plus loin. Flora, tu voulais peut-être compléter? Non, c'est bon. Dorothée, peut-être un dernier mot parce qu'il est Oui. midi 2 et comme on travaille sur les questions d'alimentation, les gens vont devoir nous quitter pour aller déjeuner. Juste un grand merci à nos 2 intervenantes qui sont venues, aux partenaires qui étaient présents, j'ai vu dans le public, c'est vraiment très agréable et on est vraiment ravis d'avoir le programme Malin maintenant dans la communauté VIF et inversement. On pense que ça va donner lieu à des jolies actions concertées, à toute une énergie déployée avec les villes, avec les partenaires, avec les institutions publiques demain, on l'espère. Donc merci pour ce temps fort intéressant. Voilà, et dernier petit point. Oui. Juste une minute, dans les partenaires potentiels, il y a Aprifel qui veut mettre en place toute une action autour des jeunes parents avec des ateliers cuisine, etc. Ils cherchent à contacter les PMI pour mettre en place tout ça et je crois qu'il faut les aider parce qu'il y a un vrai projet qui est intéressant. Il faut les aider à contacter les PMI et à être en lien avec eux. Et je crois que c'est aussi le rôle de chacun de faire ce lien et effectivement, tous nos programmes sont magiques parce que on fait tous des choses complémentaires. Merci à tous. Je sais que c'est entendu parce que la personne est présente. Très bien, et ça montre du coup, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une démultiplication d'initiatives très intéressantes et très pertinentes. Il va falloir quand même passer à la phase suivante, qui est l'importance de la coordination
pour éviter aux acteurs de terrain d'avoir une juxtaposition et un effet millefeuille qui est quand même difficile parfois à digérer, et on se met à la place aussi des acteurs de terrain devant ça. Et je pense que la cohérence, elle sera d'autant plus impactante aussi, surtout vis-à-vis des cibles, les familles qui, elles, ont quand même à aller puiser des informations à un certain nombre d'endroits. On a parlé du digital, on n'a pas le temps de développer, mais c'est un vrai enjeu. Pour conclure, moi, je voudrais vraiment de nouveau remercier tous les intervenants, remercier les équipes de VIF et du programme Malin qui ont passé beaucoup de temps pour la préparation de ce webinaire. On est très contents et très fiers d'avoir passé ce temps avec vous. On vous remercie infiniment pour votre participation. Voilà, vous avez été en moyenne une centaine à nous suivre ce matin. C'est voilà, pour nous une belle réussite. Ça montre que le sujet intéresse. On a des gens qui ont envie de venir contribuer. Donc, je vous invite encore une fois à prendre contact avec les personnes des deux programmes. On vous diffusera, donc on tiendra nos engagements. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions, mais on va être vigilant. On reviendra vers vous pour compléter les informations et les questions que vous nous avez posées. Et on diffusera, bien entendu, l'enregistrement de ce webinaire pour que vous puissiez continuer à faire vivre ces présentations-là et les échanges. Et on vous dit à très bientôt. Un grand merci à vous. Bonne journée.